semblerait plus qu'anecdotique de noter qu'en fait aucun des artistes que nous venons d'énumérer n'aurait pu créer l'œuvre que nous avons fictivement attribuée à Picasso. Ce qui mérite d'être souligné, ce n'est pas comme dans le cas de J, le fait que si la cravate de Picasso, à l'inverse de celle de l'enfant, est une œuvre d'art, c'est parce qu'elle a été réalisée par un artiste. Il faut en plus que la relation causale qui lie l'objet à son créateur soit la bonne, même si celui-ci est un artiste. Lorsque Warhol se mit à remplir la Stable Gallery de piles de boîtes de brio, ce fait suscita un certain sentiment d'injustice. En effet, le modèle de la boîte de brio ordinaire avait été conçu par un artiste, en l'occurrence un représentant de l'expressionnisme abstrait, que des nécessités matérielles avaient amené à travailler dans le domaine de l'art commercial. Pourquoi les boîtes de Warhol valaient-elles 200 $ alors que les produits de l'autre ne valaient pas un clou? Si on réussit à résoudre cette question, on saura du même coup pourquoi la toile recouverte d'un fond par Giorgione, objet que nous avions rencontré dans notre premier exemple, n'est pas une œuvre d'art, bien qu'elle ressemble à tout point de vue aux autres carrés rouges qui, eux, sont considérés comme des œuvres d'art. La réponse à la question devra être partiellement d'ordre historique. Tout n'est pas possible à n'importe quel moment, comme l'a dit Heinrich Wölfflin, voulant dire par là qu'à certaines époques, certaines œuvres d'art n'auraient tout simplement pas pu être intégrées au monde de l'art, bien qu'il eût été possible à ces mêmes époques de réaliser des objets semblables. En tout et à de telles œuvres impossibles. En tout à de telles œuvres impossibles. La force de cette thèse éclate lorsqu'on considère l'histoire en suivant son évolution progressive. Si à l'époque de Praxitèle, un sculpteur s'était mis en tête de réaliser un torse archaïque d'Apollon, il aurait été condamné à vivre dans la misère, puisque le monde de l'art de son époque avait évolué de telle manière que cette sculpture n'aurait pas été acceptée comme œuvre d'art, à moins d'avoir été produite dans le passé et d'avoir survécu comme antiquité. C'est que le monde de l'art de l'époque de Praxitèle avait exclu du langage expressif de ses contemporains l'exploitation libérée des formes archaïques, contrairement à ce qui se passe de nos jours, où on tolérerait tout à fait qu'un artiste choisisse de les utiliser. Bien évidemment, à supposer que de nos jours, quelqu'un érige des stèles en pierre, elles ne seraient guère avoir la même signification qu'au moment de la construction de Stonehenge. Si donc actuellement un artiste se mettait à exposer des tableaux dans le style de Watteau, nous ferions bien d'y réfléchir à deux fois avant de le déclarer démodé. Il pourrait s'agir d'un archaïsme délibéré, et dans ce cas, sa relation au style rococo serait foncièrement différente de celle de Watteau. Quoi qu'il en soit, tous ces exemples remontent l'histoire à contre-courant et constituent des anachronismes à peu près analogues à celui d'un œuf de dinosaure éclosant de nos jours à Malibu Beach. La direction inverse, qui nous force à imaginer qu'un objet appartenant à une époque postérieure de l'histoire de l'art apparaisse à une époque bien antérieure, me frappe davantage. Supposons par exemple qu'un tas de feutres, comme Robert Morris en expose de temps en temps, ait fait son apparition au XVIIe siècle en Anvers, période à laquelle un tel objet aurait parfaitement pu s'y trouver, mais sans pouvoir être accepté comme une œuvre d'art, pour la toute simple raison que le concept de l'art en cours à cette époque n'aurait pas pu l'intégrer. Bien entendu, de telles conjectures sont toujours extrêmement hasardeuses. La pelle à neige de Duchamp était un objet plutôt banal au début du XXe siècle, tout simplement parce qu'elle provenait d'un stock de produits industriels identiques fabriqués par une usine à pelle, et que des objets semblables se trouvaient dans d'innombrables garages à travers le monde bourgeois. Mais le même objet, une lame de métal incurvée et fixée à un bâton en bois dont la forme ressemblait à celle du manche de notre pelle à neige actuelle, aurait été, il me semble, un objet profondément mystérieux au XIIIe siècle. Malgré cela, il est douteux qu'il eût peut-être intégré au monde de l'art du XIIIe siècle. Il n'est pas difficile d'imaginer des objets qui ne sont pas des œuvres d'art à l'époque où ils sont créés, mais dont des répliques ultérieures sont des œuvres d'art. Pline parle quelque part d'un objet, effectivement créé par des artistes, qui était considéré comme une merveille à son époque. Il s'agissait de la peinture d'une ligne à l'intérieur d'une autre ligne, elle-même tracée à l'intérieur d'une troisième, l'expression d'une ligne
ne veut pas dire que ces lignes étaient le sujet du tableau, mais qu'il était constitué simplement par le tracé d'une ligne à l'intérieur d'une autre, elle-même tracée à l'intérieur d'une troisième. L'histoire est la suivante. Un peintre, rendant visite à un confrère et ne le trouvant pas dans son atelier, il vit un panneau blanc. Il y dessina à main levée une ligne verticale parfaitement droite, tellement exacte et orthogonale qu'elle semblait être tracée à la règle. Persuadé que son ami saurait identifier l'auteur de cet exploit, il alla faire un tour. Son ami revint, interpréta le trait tracé sur le panneau comme un défi et se mit à dessiner un autre trait à l'intérieur du premier en formant la ligne médiane exacte de celui-ci. Il le fit lui aussi à la main levée, mais la différence entre l'adresse nécessaire pour tracer cette bisection et celle nécessaire pour tirer la première ligne est comparable à celle qui existe entre marcher sur une corde raide et marcher en suivant une ligne droite. En scindant la première ligne en deux, il avait doté d'une largeur insoupçonnable avant son action. Enfin, l'autre artiste revint, traça une troisième ligne scindant en deux la précédente et gagna ainsi cette joute amicale. Les deux artistes avaient fait preuve d'une virtuosité spectaculaire, d'une adresse presque athlétique, et les gens étaient tellement émerveillés qu'ils s'attroupaient pour contempler le résultat. Si on avait voulu faire une farce, on aurait pu tracer les lignes avec une règle et un tire-ligne, mais tout en considérant que cette peinture était un tour de force qui démontrait une dextérité formidable, on ne la comptait pas parmi les œuvres d'art. Si aujourd'hui, sur Madison Avenue, quelqu'un exposait un tableau exactement semblable, personne ne se soucierait de la manière dont les raies ont été produites. On le considérerait comme une œuvre synthétisant les percées de Barnett Newman, qu'on pense à ses zips, et de Frank Stella, qu'on pense à ses peintures à bandes. Parasios aurait été incapable de comprendre comment une telle chose pouvait être une œuvre d'art, à moins d'imaginer un objet réel dont elle aurait pu être une imitation, peut-être une coupe en longueur d'un muscle strié. Et dans ce cas, il aurait formulé des objections concernant le choix du sujet, qui était un facteur artistique important à son époque. Quoi qu'il en soit, c'est pour ces mêmes raisons de possibilité et d'impossibilité historique que le même objet est une œuvre s'il est dû à Picasso, est une œuvre d'art s'il est dû à Picasso, mais ne pourrait pas en être une s'il était dû à Cézanne. Supposons que ce dernier, avec sa méticulosité habituelle, se soit servi d'un bout de tissu, pareil à celui de cravate, comme un chiffon. Nous savons qu'il avait l'habitude d'essuyer son pinceau après chaque touche. Supposons encore qu'à cause de sa parcimonie, tout aussi célèbre, il ne l'ait pas jeté avant de l'avoir complètement usé, le résultat étant un bout de tissu en forme de cravate entièrement recouvert de la même peinture bleue que celle que Picasso emploiera plus tard pour son œuvre supposée. Il est douteux que Cézanne eût même simplement conçu l'idée qu'on puisse avoir l'intention de réaliser une œuvre d'art de cette manière, puisqu'à ce moment-là, il n'exista pas de concept qui aurait rendu possible une intention de ce genre. Picasso, lui, est célèbre pour ses transfigurations d'objets ordinaires. Il a créé une tête de chimpanzé à partir d'un jouet d'enfant, un thorax de chèvre à l'aide d'un vieux panier en osier, une tête de taureau avec des pièces de bicyclette, une Vénus à partir d'un brûleur à gaz. Donc pourquoi n'aurait-il pas été jusqu'à la transfiguration ultime, celle d'une chose ordinaire en objet d'art, d'une cravate en cravate? En effet, la constellation du monde de l'art et la nature du corpus artistique de Picasso, qui avait contribué de manière éminente à définir cette constellation, était telle qu'elle aurait pu accueillir un objet de ce genre. En revanche, Cézanne, quelle qu'était son originalité extrême comme peintre, ne pouvait qu'explorer le territoire de la peinture, mais non pas en transformer les frontières. Il n'avait d'autre possibilité que de créer des pommes et des montagnes avec des couleurs. Les considérations qui précèdent veulent seulement montrer que certains objets peuvent être considérés comme des œuvres d'art à telle époque historique précise et non à telle autre, tout comme notre réflexion sur Pierre Ménard, le cas de cravate, attire l'attention sur le fait qu'il existe certains faits, par exemple celui qui consiste à déclarer que ceci ou cela est spirituel, qui ne peuvent pas être dissociés de leurs conditions contextuelles. On ne peut pas déterminer le caractère spirituel de quelque chose en se référant à des attributs nécessaires. Le même propos qui est spirituel dans un contexte donné ne l'est pas dans un autre, et l'idée de mémoriser des propos spirituels est dénuée de tout intérêt, à moins de se rappeler en même temps leur contexte d'énonciation, contexte qui ne se représentera peut-être plus jamais. Lorsqu'on apporta le champagne à la fin d'un dîner où tous
les plats avaient été servis déjà refroidis. Disraeli remarqua enfin quelque chose de chaud, faisant preuve d'un humour ravageur, bien que les paroles, enfin quelque chose de chaud, ne soient pas en elles-mêmes particulièrement spirituelles. C'est le contexte qui rend possible la formation de mots en mots d'esprit. Mais la distance qui sépare la possibilité de la réalité est très grande, et nous n'avons guère progressé vers la solution de notre problème. On pourrait se demander quel est le sujet de Cravate, ou même si cette œuvre possède un sujet. D'une certaine manière, on est tenté de répondre que là encore, il s'agit d'une question historique, et que cela dépend au moins en partie de ce que Picasso pensait. Supposons toutefois qu'à la manière bourrue de J, rapporté plus haut, il est nié que Cravate ait un sujet. Acceptons la réponse et essayons de lui appliquer les réflexions que j'ai brièvement esquissées au début de ce livre. Même si Cravate n'a pas de sujet, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas éliminer et exclure d'avance la question de savoir au sujet de quoi elle est. Dans le cas de l'objet réalisé par l'enfant, en revanche, la question du sujet ne se poserait même pas. Bien sûr, son objet pourrait néanmoins avoir une signification, par exemple en tant que geste révélant quelque profonde hostilité oedipienne à l'égard du père. On n'a qu'à penser au symbolisme sexuel de la cravate. Hostilité que l'objet exprimerait. Mais bien que dans cette hypothèse il serait le symptôme de quelque chose, il n'aurait pas pour autant de sujet, ceci pour des raisons que nous explorerons plus tard. Ou si le cas de l'enfant est trop marginal, prenons le cas du chiffon de Cézanne. S'il ne possède pas de sujet, c'est parce qu'il n'est qu'un simple objet recouvert de couleurs. Ainsi donc, ni la cravate de Picasso ni celle de Cézanne n'ont de sujet. Mais cela ne veut pas dire la même chose dans les deux cas. Cravate n'a pas de sujet parce que Picasso en a décidé ainsi. Le chiffon de Cézanne n'a pas de sujet parce que d'un point de vue logique, il fait partie d'une classe de choses, celle des simples objets, même s'il est aussi un artefact, qui ne peuvent pas avoir de sujet. Une situation analogue pourrait se présenter si on demandait à quelqu'un pour quelle raison il vient de lever le bras. Il pourrait en effet fort bien nous répliquer qu'il n'y a pas eu de raison, qu'il a simplement levé son bras, à propos de rien, sans motif caché. Bien sûr, il peut avoir tort, il se peut qu'il existe, il se peut même qu'il existe toujours une raison cachée. Mais à supposer qu'il ait raison, son énoncé est une réponse négative à la question et non pas une négation de la question. Celle-ci est reconnue comme pertinente, simplement il n'existe pas de réponse positive dans son domaine d'application. En revanche, supposons maintenant que le mouvement soit tel qu'il ne puisse s'agir d'une action mais uniquement d'un spasme, ou encore qu'il soit dû à des causes inconnues. Si malgré tout il nous semble s'agir d'une action, et que donc nous posions la même question, alors une réponse négative reviendrait à exclure le mouvement du domaine d'application de la question, ce qui veut dire qu'il s'agirait d'une négation de la pertinence de celle-ci. Ainsi, la relation entre une œuvre d'art et un simple objet qui lui est semblable est analogue à la différence entre une action de base et un simple mouvement corporel qui, de point de vue des apparences, lui ressemble exactement. Avant de nous occuper des deux autres cravates, retournons à notre toile recouverte d'éclaboussures fortuites et qui a l'aspect du cavalier polonais. Ici encore, nous pourrions nous demander quel est son sujet. Il me semble que la réponse qui s'impose est qu'elle n'en a pas. On objectera peut-être qu'étant donné qu'elle présente les mêmes traits formels que le cavalier polonais, elle doit être au sujet de la même chose que ce dernier, ou être ambiguë, s'il est ambigu. Mais en fait, il n'est même pas certain que notre amas d'éclaboussures ait quelque structure que ce soit, même s'il est parfaitement congru avec un objet, en l'occurrence le cavalier polonais, qui lui en possède une. Et même s'il en possède une, il est loin d'être évident que la signification que possède sa réplique se transmette à lui. Au cas où ces conclusions paraîtraient difficilement acceptables, on n'a qu'à prendre l'exemple de la photographie sous la forme la plus simple, celle de l'instantané le plus banal. Imaginons par exemple un instantané photographique du World Trade Center. Nous savons fort bien quelles conditions doivent être remplies pour que cette description photographique puisse être qualifiée de vraie. En premier lieu, elle doit ressembler au World Trade Center, vu sous un angle pertinent, quel qu'il soit. Afin de ne pas compliquer la tâche, admettons que la photo ne soit pas floue, mais en plus, il faut qu'elle ait été causée par le World Trade Center lui-même, donc que ce soit les radiations émanant de ce dernier qui, par interaction photochimique avec le support sensible, ait produit cette disposition spécifique de pointes sombres et claires. Imaginons maintenant une feuille de papier photographique
comportant exactement la même répartition de points sombres et clairs, mais sans que ceci ait été causé par le World Trade Center. On peut imaginer qu'il se soit mystérieusement matérialisé sur le papier, ou encore qu'il soit dû à l'ouverture accidentelle de l'obturateur, alors que l'appareil était dirigé sur les flots au large de Cap Canaveral, mais que grâce au genre de coïncidences dont l'analyse nous aide peu à peu à échafauder une philosophie de l'art, le résultat soit en tout semblable à la photo du World Trade Center. Et pourtant, ce n'est pas la même photo tout simplement parce qu'elle ne remplit pas la condition causale nécessaire, causée par autre chose que la première photo. Elle ne rend pas compte de la même chose que celle-ci. On peut même imaginer une histoire causale, telle que notre image ne puisse être image de quoi que ce soit, et que par conséquent elle ne soit pas un instantané photographique. À mon avis, ces considérations ont une très grande portée philosophique, mais je me bornerai ici à en esquisser les aspects les plus étroitement liés à notre sujet. Dans les méditations, Descartes suppose que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil sont comme des tableaux et des peintures. Il s'est demandé aussi s'il nous est possible de savoir quand nous rêvons et quand nous sommes éveillés. Et comme il défendait une théorie représentationnaliste de la perception, il considérait que les représentations de notre état de veille sont elles aussi comme des tableaux et des peintures. La différence entre les deux réside dans le fait qu'à l'état de veille, donc, lorsque nos perceptions sont véridiques, les représentations sont causées par les choses auxquelles elles ressemblent, en sorte que perception vraie est tout à fait comparable, en sorte qu'une perception vraie est tout à fait comparable à un instantané photographique, tel que je viens de le caractériser. Mais cette analogie, qui s'impose avec tant de force, soulève immédiatement un problème. Descartes suppose que nous sommes capables d'identifier une représentation, une idée, comme étant une représentation de ceci ou de cela. Par exemple, de lui-même, assis en robe de chambre à une table et réfléchissant à la question de l'existence du monde extérieur, et que cette identification est possible, qu'il s'agisse d'une représentation de rêve ou d'une perception réelle. Or, si on admet qu'il existe une analogie entre la perception véritable et l'image photographique, alors pour la même raison qui fait que cette dernière ne peut être une image que ce qui l'a causée et à quoi elle ressemble. Ce qui ne serait pas le cas d'une réplique fidèle mais ayant une histoire causale différente. Une idée ou représentation ne peut se rapporter à un objet donné que si son histoire causale est appropriée, tandis qu'une représentation qui lui ressemblerait exactement, mais qui aurait une histoire causale différente, ne le pourrait pas. Donc si je dis d'une idée qu'elle est une idée de ceci ou de cela, et si je suis dans le vrai en le disant, je ne puis pas raisonnablement mettre en doute le fait qu'elle est l'histoire causale appropriée permettant de l'identifier comme je viens de le faire, ou bien le doute est inintelligible, ou bien l'identification est erronée.